Voilà. Donc là, maintenant, je rentre dans comment ça fonctionne. On a un mode de fonctionnement par cercle. Donc, un cercle, c'est une équipe. Dans un cercle, à chaque fois, on va avoir quelque chose qu'on appelle la raison d'être. C'est-à-dire que notre équipe, elle est là pour une certaine raison d'être. Elle a sa vocation, quelque chose qui manquerait au reste de la structure si elle n'était pas là. Elle a aussi des redevabilités. Des redevabilités, ce sont des attendus, c'est-à-dire qu'est-ce que chacun peut attendre de ce cercle, qu'est-ce qu'on peut lui demander. Et quand on le demande à ce cercle, il se débrouille, il apporte une réponse. C'est vraiment, ouais, c'est ce sur quoi on peut compter. Dans un cercle, on a des rôles. Alors, un rôle ou un cercle, c'est la même chose, sauf qu'un cercle, on se met à plusieurs pour travailler dessus et on définit différents rôles. Donc, un rôle, qu'est-ce que c'est? On va retrouver la même chose. C'est-à-dire qu'on a une raison d'être et des redevabilités ou des attendus. Alors, on pourrait parler de micro-rôles, en fait, parce que pour se décaler un peu de ce qu'on connaît habituellement, qui est la fonction. Donc, la fonction d'une personne, ça occupe un temps plein. Un rôle, non. Un rôle, on peut en avoir 10, 15, 17. Donc là, on se distingue pas mal de la fonction. Alors, il y a des rôles particuliers. Par exemple, là, on a un rôle particulier parce que pour le tenir, il faut tout un cercle. Donc, si je prends l'exemple d'une équipe de télévision, eh ben, on pourrait avoir là le rôle reportage. Et dans ce rôle reportage, ben, il y a tout un cercle qui est organisé avec des preneurs de son, des journalistes qui font partie de ce cercle. Et puis, on a d'autres types de rôles qui sont des rôles de référents. Donc là, par exemple, on pourrait avoir un référent, si je reste sur cet exemple, des preneurs de son. Les preneurs de son sont représentés au sein du cercle, mais par contre, ils ne sont pas eux-mêmes organisés en cercle. Donc, on a une différence. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'un rôle peut être effectué par plusieurs personnes? Alors, un rôle peut être tout à fait effectué par plusieurs personnes. C'est exactement l'exemple sur lequel j'étais, c'est-à-dire que le rôle preneur de son, là, on peut avoir plusieurs personnes qui sont preneurs de son. Et de la même manière, dans notre cercle reportage, on pourrait avoir un rôle preneur de son qui soit affecté à plusieurs personnes. Tout à fait. Donc ensuite, on taffe, on fait le job, on réalise notre travail. Donc on met de l'énergie pour réaliser notre rôle. Et en se confrontant à la réalité, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui apparaît qui ne fonctionne pas comme on aimerait. On appelle ça une tension. Donc, quelque chose qui ne fonctionnait pas comme on aimerait, c'est soit parce que j'aimerais bien que ça soit beaucoup mieux. Je suis motivé, je vois quelque chose qui pourrait fonctionner. Donc, moi, je suis preneur de son et j'ai vu un super nouveau matériel qui débarque sur le marché et qui va nous régler des problèmes. Donc, j'ai envie qu'on ait ce nouveau matériel. Ou alors, une tension par quelque chose. J'ai un problème, c'est que il y a des mesures qui sont faites sur le lieu du reportage. Et moi, quand j'arrive le matin, je sais jamais, j'ai jamais l'information de ces mesures. Et donc, je suis obligé de faire un camion complet de matériel en prenant plein de matériel, alors que je pourrais en prendre beaucoup moins si j'avais l'info. Donc, à ce moment-là, je vais dans une réunion qui s'appelle la réunion de triage. Donc, ça, c'est une réunion opérationnelle. C'est typiquement quand on a des réunions hebdomadaires dans certaines entreprises, ça va être la réunion de triage. Une réunion de triage, on arrive dedans et on va demander au rôle qui est en charge de faire les mesures, si je garde mon exemple, ce dont on a besoin. Là, je reviendrai sur cet exemple tout à l'heure. Ensuite, on a autre chose, c'est qu'à un moment donné, on va poser une question et il n'y a personne qui est en charge de répondre. Donc là, on va créer le rôle. Et donc, on a une réunion de réorganisation. Alors là, c'est assez génial parce que la réorg, c'est quelque chose qui fait peur souvent. Et là, ça va plus faire peur parce qu'en fait, c'est l'équipe qui se réorganise avec un processus très précis que je vous montre tout à l'heure, mais qui fait qu'elle s'habitue aux réorganisations et qu'elle est capable de réorganiser son organigramme en cercle en autonomie. Alors, ça ne suffit pas parce qu'à un moment donné, il faut que tout ça, ça ait du sens. C'est-à-dire qu'on est bien au travail quand notre travail fait sens. Et donc, il y a des réunions de sens aussi. Des réunions où on peut questionner une raison d'être, où on peut dire, moi, la raison d'être de notre équipe, je pense qu'elle a bougé. C'est plus vraiment ça qu'on apporte. En fait, on apporte autre chose. Et donc, je propose qu'on modifie notre raison d'être. On peut même proposer des modifications de raison d'être de toute notre entreprise, de toute notre structure. Et puis, comme on est entre humains, il y a un moment donné, on se charge affectivement. Il y a un moment donné, on a besoin de travailler sur la relation, faire une restauration, un cercle restauratif de la relation. Et donc, à ce moment-là, il y a des espaces de relation. Donc, on a ces trois espaces, sens contractuel qui inclut triage et réorganisation, et puis relation.
Oui. Alors, il y a une question, c'est un rôle peut-il avoir plusieurs fonctions dans des cercles différents? Ah non, mais une personne, oui. Un rôle, il est défini, il appartient à chaque cercle, en fait. C'est-à-dire que si le cercle bleu définit son rôle preneur de son, peut-être qu'il y aura un autre cercle qui définira un rôle preneur de son et que ça ne sera pas exactement la même chose. Mais par contre, une personne peut avoir un rôle de preneur de son dans le cercle bleu reportage et aussi occuper un rôle de preneur de son dans le cercle gris qui serait, je ne sais pas moi, qui serait film et fiction. Voilà. Une autre question? Oui, mais je comprends ce que ça veut dire. Et je ne sais pas si les gens entendent quand je dis. Peux-tu mettre des liens hypertextes sur la fonction de triage? On y arrive, ça va venir. Donc, je continue et je vous présente un espèce de tableau de bord de notre constitution. Donc, la constitution, elle est sur un PDF et tout à l'heure, je vais basculer sur le PDF pour vous montrer comment il marche. On a ce qu'on vient de voir maintenant, les rôles, les rituels. On a les trois espaces contractualisation, relationnel, sens, qui sont les trois réunions qu'on vient de voir. La réunion tactique et réorganisation, c'est du contractuel. Sens, c'est sens et régulation, c'est relationnel. Ensuite, on a des rôles préconstruits. On a des briques modulaires optionnelles et on a une compatibilité totale avec les systèmes pyramidaux. Alors, c'est plus que total, elle est progressive. C'est-à-dire que l'équipe peut choisir à quel point elle va bouger son curseur, et je vous montrerai tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très concret. Alors là, je vais basculer sur le PDF, justement. Voilà. Gouvernance cellulaire. Alors, hop, il y a des nouveaux arrivés, donc je vire leur micro. Jean-Luc, oui. J'en profite pour te dire une chose, j'ai eu du mal à te rejoindre parce que je pensais qu'en fait, je trouvais l'information sur Facebook. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans mon cas. Ça mériterait que sur la page Facebook, tu mettes le lien. Voilà. Tu fais comme tu veux, mais je l'ai dit. D'accord. Par contre, je ne peux pas le faire tout de suite là. Merci. Merci de l'info et on améliorera ça les prochaines fois. Donc, ça, c'est un PDF que vous pouvez télécharger sur le site internet, donc cellulargovernance.org, vous l'avez écrit ici en bas. Et je vais directement aller en bas, on a un petit bouton là à côté du V2.1 qui nous ramène sur le tableau de bord que je viens de vous présenter. Donc, avec ce tableau de bord, si je clique là-dessus, on va se retrouver sur le transparent que je viens de vous montrer. Et on a toujours un lien en bas là qui nous permet de remonter. Donc, on va remonter, on passe par là où on retrouve notre espace contrat, notre espace relation, notre espace sens et tout est décrit. Et puis, on peut encore remonter à partir de ça jusqu'au tableau de bord. Alors, dans ce tableau de bord, on retrouve les rôles préconstruits, sauf que là, il y a les liens pour aller les voir. Donc, par exemple, si je prends le rôle mémoire, c'est un rôle de celui qui tient tous les enregistrements de notre cercle. Donc, il organise les réunions du cercle, il enregistre soit le plan d'action, soit la nouvelle organisation quand on l'a faite. Et s'il y en a deux qui ne sont pas d'accord sur un enregistrement et qui ont besoin d'une interprétation, ben, ils se tournent vers lui, c'est lui qui arbitre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des redevabilités inamovibles et d'autres qui sont amovibles. Dans les amovibles, on lui a rajouté afficher les enregistrements aux membres ou aux collègues pour les aider à se repérer dans ce qui est écrit. Voilà, donc les rôles sont décrits comme ça. Je vais en montrer un autre qui est le rôle lead. Donc, vous pouvez circuler comme ça dans le document. Pourquoi je présente le rôle lead? D'abord parce qu'il est décrit et ensuite pour vous montrer deux choses. D'une part, en italique ici, c'est marqué que pour le rôle lead, chacune de ces redevabilités pourra être progressivement assurée autrement. C'est-à-dire soit on crée un rôle, par exemple, c'est lui qui affecte les personnes dans les rôles, qui dit c'est un tel qui sera dans tel rôle. Bah ça, on peut tout à fait créer un rôle staffing qui est en charge d'affecter les rôles. Et oui, et puis il y a un exemple de variation en dessous aussi pour montrer qu'on a un système qui est liquide, c'est-à-dire qu'une structure expérimentée, elle peut définir elle-même son rôle lead. Et là, on l'a écrit dans ce slide pour dire que vraiment une structure peut s'autoriser à modifier les choses. Ce qui est important, c'est que ça soit écrit.
C'est le modèle qui est liquide, ce n'est pas le repère pour les membres de l'entreprise. Les membres de l'entreprise, eux, ils ont besoin d'avoir quelque chose de solide qui est écrit quelque part. Mais par contre, c'est évolutif. C'est en ça que c'est liquide. Alors, je remonte ici, je retourne sur notre tableau de bord. On a vu ça et ceci. Je repars sur les espaces. Dans l'espace contractualisation, on va avoir la réunion de triage. Donc, il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure de montrer les hyperliens. La réunion de triage, je vais peut-être pour redonner le contexte. Réunion de triage, on est ici. Et donc, j'ai fait mon job et je me tourne vers, la personne qui fait je suis preneur de son, je me tourne vers la personne qui fait les mesures et je lui dis, il me manque quelque chose, c'est que moi, je voudrais savoir quelles sont les mesures de bruit qui ont été faites sur le lieu du reportage. Et à ce moment-là, on se retrouve dans la réunion de triage et on va me demander de quoi j'ai besoin. Ce que j'ai besoin, c'est de la feuille avec les mesures. Je suis impacté dans mon rôle de preneur de son. Je m'adresse au rôle mesure préalable. Et qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande qu'il m'envoie un mail avec toutes les infos. À ce moment-là, on se tourne vers le rôle concerné. On lui demande, est-ce que c'est ton job, est-ce que c'est ton rôle d'envoyer ce mail avec ces informations-là? Il va dire, ben oui, c'est à moi d'envoyer ces informations-là. Et donc, on va lui demander, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Et il va dire, ben, je ne vais pas envoyer un mail, ça serait trop lourd pour moi, mais par contre, toutes ces informations sont sur un fichier, sont dans un fichier sur Internet, dans l'intra de l'entreprise, donc je vais le partager. Je vais vous donner un lien et vous aurez accès à ça en temps réel, ça sera toujours à jour. Donc là, on se retourne vers notre preneur de son, on lui demande, ben, moyennant cette action, est-ce que ta tension est levée? Il va nous dire, ben, oui, ça va bien. Et donc, on voit que le but de la réunion de triage, c'est de se faire des demandes. C'est-à-dire, c'est d'arriver à des demandes pour s'engager mutuellement dans des actions qui vont nous aider à réduire les tensions. Donc, on utilise tout le collectif pour faire en sorte qu'on puisse avancer et qu'il y ait moins de tensions et que le processus créateur qui traverse chacun, le processus de travail puisse se faire. Alors, je repasse avec le petit lien en bas. On revient, ça nous emmène sur le slide suivant où tout ce que je viens de vous expliquer, c'est écrit. Donc, ça permet de retrouver les infos. Et ensuite, ça nous remonte à l'étape du dessus. Donc, je remonte sur le tableau de bord, je viens ici et je vous ai dit, à un moment donné, il n'y a personne pour répondre. C'est-à-dire que je pose une question, j'ai besoin de quelque chose et là, on n'a personne qui répond. Par exemple, je me suis rendu compte qu'on a un problème légal et je voudrais que quelqu'un me dise ce que dit la loi quand on arrive sur un tournage. Est-ce qu'on a des autorisations à demander à l'avance ou pas? Personne dit, c'est mon travail. Dans ce cas-là, on va dans la réunion de réorganisation. Et alors, celle-ci, elle est écrite, il n'y a pas de dessin, mais on nous dit, donc chacun prend un ticket pour réserver un créneau et après, avec mon créneau, j'arrive et le rôle facilitation va me demander quelle est la proposition V1 et quelle est la réduction qu'elle réduit, la tension qu'elle réduit. Je vais dire, ma tension, c'est que j'arrive sur un tournage et qu'il y a des voisins qui nous disent, vous devez avoir une autorisation, que je n'en ai pas, et ma proposition, c'est de créer un rôle contrôle légal, sécurité légale. OK. Et ensuite, là, ce qui est écrit, c'est le rôle facilitation enchaîne sur la gestion par consentement à partir de la proposition V1. Je vous montre, la gestion par consentement, elle est là. Et si on clique dessus, on voit qu'il y a effectivement marqué proposition V1. Donc, on va partir de cette proposition V1. Derrière, il y a un temps de clarification. Je n'ai pas bien compris qu'est-ce que tu appelles autorisation légale, voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bon, je raconte. Ensuite, il y a un temps de réaction où chacun va chercher à influencer les choses. Et par contre, chacun ne parle qu'une fois. Pourquoi? Parce qu'on est dans un processus qui s'appelle décision inéluctable par consentement, c'est-à-dire qu'on se met volontairement dans un entonnoir collectivement, de façon à ce qu'à la sortie, on prenne une décision. Qu'on ne s'enlise pas dans des discussions interminables, mais qu'on arrive vraiment à prendre une décision. Donc, une fois que chacun a parlé, on revient vers le proposeur, on lui demande « OK, qu'est-ce que tu modifies ?» Il fait ses modifs ou il n'en fait pas comme il veut. Et ensuite, on passe à un autre temps qui est le temps d'objection. Donc, la question qui est posée à chacun, c'est « Est-ce que je peux composer avec cette proposition ou est-ce que je ne peux pas ?» Si on peut, ça y est, la décision est prise, on passe à la suite. Si quelqu'un ne peut pas, on va lui demander qu'est-ce qu'il coince et on va chercher à intégrer son objection. C'est-à-dire que s'il nous dit, par exemple, moi, je ne peux pas fonctionner avec cette proposition parce que je sais qu'il y a un diplôme qui existe et que pour être en charge du réglementaire, il faut être diplômé de telle école. Il faut avoir tel diplôme.
on va lui demander, OK, de quoi tu aurais besoin par rapport à la proposition actuelle pour que ton objection s'en aille? Et ben, il dit, bah, par exemple, si on rajoute que la personne qui est affectée à ce rôle se met dans un programme de formation pour obtenir le diplôme légal, ça me va. Là, on se tourne vers le proposeur, ça te va, toi, de rajouter ça? Bah oui, moi, ça marche toujours. OK, bon, ben, on inclut ça dans la proposition. On refait un tour d'objection pour vérifier qu'il n'y a pas une nouvelle objection qui est apparue pour quelqu'un avec la modif qu'on vient de faire. Et une fois que tout le monde est d'accord, la décision est prise. Donc, voilà le processus de décision inéluctable. Pourquoi on l'appelle par consentement? C'est parce qu'il y a un effort énorme qui est demandé à chacun là, à partir de la V2, c'est de réussir à consentir à faire la proposition V2, même si j'ai une autre préférence, même s'il y a quelque chose que je préférerais, je sens que j'aurais une meilleure solution. Mais là, on ne cherche pas une meilleure solution, on cherche à décider, à avancer. Et après, une fois qu'on aura avancé, on verra ce que ça donne, et si ça crée une nouvelle tension, on y reviendra. Donc, comme d'habitude, derrière, tout est écrit, et il y a même ici un slide en plus, qui est le slide qui précise qu'on fonctionne par boucle itérative. C'est-à-dire, on se met dans l'action, on essaye, et puis on perçoit, on voit ce que ça donne. Et si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des difficultés, bon, on revient. Par exemple, moi, j'ai fait une communication en allemand. Je pensais que tout le monde parlait en allemand. Puis finalement, ça crée des tensions. Donc, je découvre en termes d'orientation que tout le monde ne parle pas en allemand dans mes collègues. Et la décision, bah, ça va être que dorénavant, je vais essayer en anglais. Voilà. Et puis là, bah, je pars dans l'action, puis on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'en anglais, ça fonctionne bien? Et c'est ce principe de boucle itératif, donc là, ça s'appelle action, perception, orientation, décision, donc APOD, mais c'est plein de check act, hein, donc c'est vraiment des systèmes qui sont hyper classiques, hyper connus. Mais ce que ça a de génial dans la façon de le mettre en place, là, c'est qu'on redéfinit ce que ça veut dire assumer le résultat de son travail. Assumer le résultat de son travail, ça veut dire faire ça. Ça veut dire percevoir les résultats, s'orienter, en déduire une nouvelle logique et à partir de ça, prendre une nouvelle décision. Et donc, c'est hyper protecteur pour les humains parce que du coup, ce qui nous est demandé pour assumer notre travail, ça ne va pas être de se dire « Ah ouais, j'ai été nul, je ne suis pas bon. » Non, ça va être simplement de décider de la suite. Alors, j'ai une question. Alors, on a une question qui est, c'était ce que tu as abordé avant. Une objection impérative, cela consiste en quoi? D'accord. Est-ce qu'on peut donner un exemple qui parle d'une objection impérative? D'accord. Donc là, l'objection impérative, c'est une objection qu'il est impératif d'intégrer dans la proposition. Tout à l'heure, j'ai expliqué comment est-ce qu'on l'intégrait, mais effectivement, ce qu'on cherche, c'est à prendre rapidement une décision pour pouvoir en prendre d'autres, pour pouvoir se donner du temps à faire autre chose. Et donc, chacun va se poser la question de savoir est-ce que ma décision, mon objection, il est vraiment impératif qu'on l'intègre à la proposition ou est-ce que je peux vivre avec? C'est ça, cette notion d'impératif. C'est impératif dans le sens, je suis obligé de l'intégrer. Et on a dans le slide suivant, là, quelques réflexions qui sont apportées, ici dans le 9. Le rôle facilitation aide les objecteurs à évaluer s'il est impératif d'intégrer leur objection à la proposition V2. Il les aide à vérifier que l'objection n'est pas en fait une meilleure idée, une tension d'un autre. On n'est pas là pour prendre en charge les collègues, ils se prennent en charge tout seuls, ils ont leur propre possibilité d'objecter. Un risque acceptable, c'est-à-dire, OK, je vois bien qu'on va se planter avec ça, mais après tout, on peut essayer. On se plantera, puis dans 2 semaines, on viendra changer les choses et ça ira mieux. Ou un autre sujet. En fait, de toute façon, même si on enlève la proposition, j'ai toujours mon problème. Donc, finalement, c'est un autre sujet, il faudra que je le traite ailleurs. Donc là, le rôle facilitation va aider l'objecteur à vérifier que son objection, il est vraiment impératif de l'intégrer tout de suite. Et il l'aide aussi à clarifier et à ancrer dans le réel la tension concrète liée à l'objection par des exemples, c'est-à-dire qu'il va lui demander, OK, si la personne sent un danger, elle va lui demander, ça serait quoi ce danger? Elle va lui demander d'argumenter pour que toute l'équipe puisse voir de quoi il retourne. Et donc, on aura toute l'équipe ici qui sera capable d'aider la fertilisation en intelligence collective, c'est-à-dire d'aider à essayer de trouver une solution qui réponde à la fois aux besoins de la personne qui est demandeur et aux besoins de la personne qui fait l'objection. Voilà, j'espère que ça a répondu. Apparemment, oui, merci, super. Apparemment, oui, eh ben, c'est parfait. Donc voilà, là, on a terminé sur la réorg. Je reviens donc à notre tableau de bord. Je peux basculer sur l'espace sens.
Donc, l'espace sens, ça nous ramène à une réunion sur l'espace sens. On ne va pas trop la regarder. En fait, je vous en montre une autre. C'est le principe de souveraineté. Pourquoi je vous montre le principe de souveraineté? Parce que, donc là, on parle du fait que chacun va décider en son fort intérieur de ce qui lui paraît le plus pertinent de faire, de ses priorités, de sa présence dans une réunion ou ailleurs. Il y a vraiment une liberté totale qui est donnée à chacun parce qu'on fait confiance à chacun pour prendre les décisions les plus pertinentes et surtout pour faire la boucle que je viens de décrire, où il observe ce que ça donne et il ajuste. Assumer, ça signifie observer le résultat, percevoir les tensions chez les autres, actualiser sa représentation des choses, décider de la suite, c'est ce que je viens de dire. Et c'est aussi en lien avec le fait que le collectif va chercher des solutions qui ne passent pas par moi quand je réponds aux besoins. Ça, c'est vraiment important de voir en gouvernance cellulaire. On cherche à ne contraindre personne, ni ceux dont on attend qu'ils fassent le job à le faire, mais ni les autres à devoir vivre avec le fait que le travail n'est pas fait. Donc, si à un moment donné, un job n'est pas fait, eh ben, il va falloir trouver une autre solution. Et l'autre raison pour laquelle je voulais vous montrer cette brique, c'est que de temps en temps, vous avez des liens. Comme là, ici, on a un lien. Donc là, en l'occurrence, c'est une vidéo sur YouTube. On a des liens qui permettent de réfléchir un petit peu plus. Donc, on a vu l'espace contrat, on a vu le sens. Sur la régulation, c'est pareil, on n'a pas d'image, donc on va tomber sur un texte comme ça. Et là, par exemple, vous avez aussi une vidéo, et ça part sur une vidéo de Marshall Rosenberg, parce qu'on s'est inspiré de la CNV pour faire ce processus de restauration de la relation. Évidemment, une réunion de régulation, ça ne se déclenche qu'avec l'accord de toutes les parties. Si quelqu'un n'a pas envie de participer à une réunion de régulation, il ne participe pas, on ne va pas le forcer. Par contre, la personne sait que ça ne fonctionnera pas avec une réunion de régulation, donc il en tire des conséquences et il se débrouille sans. Une question? Si le job n'est pas fait, il n'y a pas de sanction. Non, il n'y a pas de sanction. Par contre, il y a, je ne veux pas vous laisser juste avec ça. Bizarre. Je ne sais pas s'ils entendent quand je pose des questions. Je ne sais pas. Donc, je peux la répéter. Ouais. Donc, si le job n'est pas fait, il n'y a pas de sanction. Je vous montre comment ça marche. Ah oui, j'entends le bizarre. Bah oui, ça, c'est pas culturel, ça, c'est sûr. Donc, je vous montre la brique exigence. Il y a de l'exigence et pourtant, il n'y a pas de sanction si une personne ne fait pas le job. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une action n'est pas réalisée comme prévu? Par exemple, on a une règle et quelqu'un ne l'applique pas ou quelque chose est prévu et c'est pas fait. C'est actionné par le membre qui ressent la tension. Et dans une réunion de triage, il va exprimer sa tension. Le rôle facilitation va l'encourager à ne pas abandonner sa tension tant qu'une solution nouvelle n'apparaît pas qui lui permette de s'extraire de cette situation de blocage. Donc, tant qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau à essayer, il ne lâche pas. Il dit non, j'ai toujours ma tension. Oui, ok, tu me dis que tu vas le faire, mais ça fait 3 fois que tu me dis que tu vas le faire et que ce n'est pas fait. J'ai rien contre toi, mais je vois bien que ça ne se fait pas et donc j'ai besoin d'autre chose. À ce moment-là, il peut demander un tour de boîte à idées aux membres du cercle. Et là, on a vu apparaître des choses assez sympas, du style des gens qui disent « moi, je peux venir aider un tel sur tel truc, ça lui donnera du temps pour venir faire telle autre chose. » Ou du style, donc là, on l'a appelé soutien au rôle défaillant. Ça peut être l'affectation du rôle à une autre personne en complément. Là, on va mettre quelqu'un en plus juste pour cette action parce qu'elle est urgente, ou alors en remplacement, c'est-à-dire que le rôle est retiré à la personne et il est affecté à quelqu'un d'autre. Ce qu'on a vu une fois, c'est focalisation de tout le cercle sur une action. En l'occurrence, c'était d'écrire un petit billet, d'écrire comment ça s'appelle, un billet au début d'un journal là. Un article. Et la personne qui était en charge de le faire ne le faisait pas. Et ils ont dit, là, on se prend tous 20 minutes à la sortie et puis on s'y met. Et hop, ils l'ont fait. Et donc, il peut y avoir une meilleure solution qui sort. Mais donc, ce qu'on voit dans ce pavé exigence, cet élément exigence, c'est que non, il n'y a pas de sanction vis-à-vis de la personne, en fait. C'est un système qui est autorégulateur. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas le job, petit à petit, il n'est plus sur le rôle. Et s'il sort de tous ses rôles, à un moment donné, il y a un problème avec la structure dans laquelle il travaille parce qu'il n'a plus sa place. Mais par contre, il n'y a pas de système de sanction, ça se fait tout seul. Alors, je remonte à l'étage du dessus pour ne pas me perdre et je pars sur les briques. Donc, il y a des briques optionnelles. Des briques optionnelles, c'est parce que si on avait tout écrit dans la Constitution, on se serait noyé. Donc là, je vous ai présenté à peu près toute la Constitution. Et on a un système de briques. Donc oui. Est-ce que peut-être tu peux demander aux gens s'ils ont des questions avant de passer dans les briques?
Ça va pas faire trop d'infos. Non, c'est bon. Bon, on va voir. Donc, si vous avez des questions, ceux qui viennent de nous joindre, vous les posez par écrit et on regarde s'il est pertinent de répondre tout de suite. Donc, dans les briques, je vais prendre la première, par exemple, c'est la responsabilité de membre. Alors, donc là-dedans, on a défini plusieurs responsabilités de membres. Je vous laisse regarder, mais en particulier le fait qu'il tient compte des priorités de son cercle, qu'il examine, c'est lui qui définit ses propres priorités. C'est lui qui définit à quel moment il arrête sa journée, donc il est en charge de son équilibre vie professionnelle, vie privée. Il y a une priorité de coopération, c'est-à-dire que quand quelqu'un lui demande quelque chose, il doit le prendre en compte. Le prendre en compte, ça veut dire qu'il note dans sa liste de choses à faire, ça ne veut pas dire qu'il le fait tout de suite, mais il le prend en compte, il le prend en considération. Il y a un devoir de transparence sur demande, c'est-à-dire que si je demande à quelqu'un à quelle date tu prévois de réaliser telle action dont j'ai besoin, ben, il doit me répondre. Mais c'est une prévision, ce n'est pas un engagement. Voilà. Alors, pourquoi cette brique, elle n'est pas dans les éléments cœur requis? Parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui peuvent fonctionner sans qu'on ait besoin d'activer la brique responsabilité de membre. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord sur ce qu'ils ont à faire, sur ce à quoi ils doivent s'engager. Ben, ça sera le moment de l'activer. Et peut-être qu'au moment de l'activer, ça occasionnera une petite réunion pour la modifier, pour l'ajuster en fonction des besoins de la structure. Donc, ça fonctionne comme ça, les briques. Dans ce que je peux vous montrer, il y a la brique changement ici parce qu'il y a un dessin. Donc, la brique changement, ça permet de regarder qu'est-ce qui est en train de nous arriver quand on est en train de rentrer en mode gouvernance cellulaire. Souvent, en général, ce qu'on a observé, c'est que ça génère plein d'enthousiasme. Il y a les premiers essais, et puis derrière, c'est pas facile. Ça génère pas mal de colère parce que ça déboîte, c'est vraiment inhabituel, non culturel. Ça peut déclencher des formes de peur, de rejet, parce que les gens peuvent avoir l'impression qu'ils perdent le moyen d'agir sur le système. Donc, ça fait des déceptions. On se prend la réalité en pleine face, c'est-à-dire que le système qu'on avait imaginé là, ben, en fait, non, c'est pas exactement ça qui est en train de se passer. Et par exemple, ici, il y a des gens, quand on leur parle de gouvernance cellulaire, ils croient que tout le monde va tout décider. Et il peut y avoir une forte déception en se rendant compte que, ah ben non, en fait, on délègue des rôles, et donc les personnes dans leur rôle, elles décident dans leur fort intérieur ce qui leur paraît le plus pertinent. Il peut y avoir des formes de déception. Et puis petit à petit, à force d'expérimenter, il y a de l'apprentissage qui se fait, ça devient plus facile, il y a une maîtrise qui tombe, donc en termes d'énergie, on a moins besoin de mettre d'énergie pour que ça fonctionne. Puis voilà, puis petit à petit, il y a une nouvelle idée qui va apparaître et on continue. Alors, comme d'habitude, ce que je viens de vous dire à l'oral, c'est décrit précisément derrière. Et ça va permettre la brique changement à une équipe qui a engagé un changement et qui se retrouve face à des difficultés, ben, de venir se demander, tiens, on en est où là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de vous montrer la brique variante, juste pour vous dire, on en a mis des variantes pour nommer que les processus sont tous changeants. Je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on est… Ah, j'ai une question. La question, c'est la gestion des actions se fait-elle par trio? Ah, j'y viens tout à l'heure. Je suis pour la question, j'y viens tout à l'heure. Par contre, je me suis perdu. J'étais en train de parler de… Ah mince, dommage. Ah, je suis vraiment perdu. Donc, j'étais dans les briques et j'étais sur la variante. D'accord, ok, c'est bon. Donc, je vois où je suis. Et ce que j'avais envie de vous montrer, c'est simplement que tous les processus sont optionnels. C'est-à-dire que si je prends le processus de la décision inéluctable par consentement sur laquelle j'étais et qu'on regarde le texte qui est derrière, il y a une phrase vraiment importante qui est « le processus peut être différent ». Mais une structure en gouvernance cellulaire doit afficher un processus écrit de prise de décision collective. Je reviens à ma notion de modèle fluide. Ça veut dire que le modèle est fluide et que l'entreprise peut changer le modèle. Par contre, les repères pour les membres de l'entreprise ne sont pas fluides et les gens doivent être capables de se tourner vers un processus précis, activable quand ils en ont besoin. Alors, je reviens sur mes briques. Donc, du coup, la variante, elle propose une petite variante qui est que quelqu'un peut arriver en ayant besoin d'un rôle, mais il ne sait pas trop quoi faire. Donc, du coup, il va simplement partir en demandant les meilleures idées de tout le monde. Et donc, il a expliqué son problème. Moi, j'ai un problème, c'est qu'il y a des gens qui me demandent
quel est le légal, si je garde mon exemple de tout à l'heure, et je ne sais pas ce qu'il faudrait créer comme rôle, et tout le monde donne son idée. Donc derrière, on se retourne vers lui et on lui demande quelle est ta proposition, c'est-à-dire quelle est l'idée que tu retiens, ça peut être une idée qui a été dite ou une autre, et derrière, on attaque directement comme s'il était à la V2 au consentement. Donc, on gagne un petit peu du temps, c'est-à-dire qu'on attaque directement à cet endroit-là. On considère que le fait que tout le monde ait donné son idée, ça remplit l'aspect réaction de chacun, et hop, on part d'ici. Donc, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Et là où elle est intéressante, cette brique, c'est simplement qu'elle montre qu'il y a des variations possibles. Et il y en a une autre, donc on m'a demandé à propos de Trello. Donc ça, c'est l'aspect numérique. L'aspect numérique, c'est qu'à un moment donné, toute cette dynamique d'organisation, le fait que les règles changent en permanence, eh ben, il est nécessaire que ça soit tracé quelque part. Donc on a vu qu'on a un rôle mémoire qui trace les choses. Et il y a toute une organisation qui vous est proposée. Là, actuellement, on tourne sur Trello, qui permet à une petite équipe déjà de bien expérimenter ça avec différents niveaux de cercle, ça fonctionne bien. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se colle à regarder comment fonctionne Trello, mais ce n'est pas hyper compliqué. Voilà, ça c'est une proposition qui est faite là. Comme d'hab, la même chose après présentée en texte. Et on revient là-dessus. Voilà, je crois que ça suffit pour ce que j'ai à présenter là-dessus. Et le dernier point qu'on peut regarder, mais un peu vite, c'est sur l'aspect compatibilité avec le système pyramidal. Je vous ai dit qu'il y a un curseur, donc le curseur, il est très précis. Ici, en haut, on a défini quelles sont les redevabilités, donc les attendus du rôle lead. Le rôle lead, c'est celui qu'on a ici. Ça peut être aussi tenu par un rôle dans un système pyramidal. Mais le rôle dans le système pyramidal, il va faire d'autres choses. On va attendre de lui qu'il perçoive l'environnement, qu'il oriente la raison d'être de son équipe, qu'il organise l'équipe, qu'il fasse l'organigramme, qu'il définisse les priorités, qu'il prenne en compte les demandes des membres, qu'il donne du feedback, qu'il fasse du recadrage et qu'il prenne les décisions. Donc là, on est déjà sur un système assez évolué en mode pyramidal. On n'est pas avec un décideur, donneur d'ordre. On est déjà dans quelque chose d'évolué. Mais ce qui est chouette, c'est que l'équipe va pouvoir décider à quel endroit elle positionne son curseur, tout simplement en disant percevoir l'environnement, est-ce que c'est au leader pyramidal de le faire ou est-ce qu'on le transfère aux membres? Organiser l'équipe, par exemple, je vous ai montré comment est-ce que l'équipe pouvait s'auto-organiser en créant des rôles. On pourrait avoir une équipe qui dise simplement, nous, organiser l'équipe, on va le donner à l'équipe, tout le reste, on le laisse. Donc, le curseur, il est un peu au début là. Et donc, on peut aller loin. On peut même aller au-delà du curseur parce qu'il y a des équipes qui vont encore plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, ici, le rôle lead, il a affecté des membres. Donc, décider qui va tenir quel rôle. Il y a des équipes qui vont au-delà de ça et qui décident que ça, ils vont le faire dans un processus qui s'appelle l'élection sans candidat que vous avez dans la liste des processus. Là, on l'écrit. Bon, là, ça va un petit peu plus loin, je vous laisserai le voir. Et en bas de ce petit tableau de bord là, vous avez un glossaire. Voilà, il suffit de cliquer dessus, vous tombez sur le glossaire. Une petite biblio avec les gens qui nous ont aidés à montrer notre façon de travailler. Parce qu'en fait, la gouvernance cellulaire, elle est venue capturer ce qu'on était en train de faire. Il y a quasiment pas d'invention dedans. C'est des choses dont on se servait. On va avoir la licence, ça c'est important. On est en licence C. Ah, j'ai une question. C'était sur pyramidal, qui est à la tête en position pyramidale. Ah bon, position pyramidale, celui qui est à la tête, c'est le chef. Si on est dans un système pyramidal, il y a quelqu'un qui est nommé comme étant le leader de l'équipe ou le manager ou le chef, je ne sais pas comment il s'appelle, mais on est dans un système classique. Voilà. Donc, la licence. En bas de chaque slide, là, vous avez CC by SA, ce petit logo, qui est un lien, en fait, qui renvoie sur la licence. C'est une licence libre. C'est-à-dire que vous pouvez tous imprimer la gouvernance cellulaire et la vendre. Vous pouvez faire des formations à la gouvernance cellulaire. C'est complètement ouvert. L'objectif, c'est que ça se déploie. Par contre, c'est breveté. Et donc, comme c'est breveté, il y a aussi des engagements. Donc, ça vous engage à quoi? Ça vous engage un devoir de partage qu'on a là. Le share alike, ça veut dire que si vous faites un produit dérivé, vous faites évoluer la gouvernance cellulaire, et bien derrière, vous devez la repartager de la même manière. Donc, on est dans un système de création de commun. Et là, on est une communauté. Maintenant, vous en faites part. Et donc, la communauté est en charge de surveiller qu'il n'y a pas un endroit, quelque chose qui sort, qui n'est plus dans la licence Creative Commons by Share Alike. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, quand on a fait notre site,
il y a quelqu'un qui m'a alerté en me disant attention, dans les conditions générales de votre site, vous avez marqué des choses qui ne sont pas compatibles avec, la licence libre. Donc, on est allé le modifier. Voilà, et on a des contributeurs, c'est-à-dire que là, on a été une vingtaine à travailler sur la version actuelle. On est parti d'une version qui a 3 mois maintenant, et on a été une vingtaine à créer la version actuelle. Voilà pour la gouvernance cellulaire. Je reviens sur le diaporama et il me reste un slide pour vous présenter le site en fait. Donc, on a un site qui s'appelle cellulargovernance.org. Il est en train de s'ouvrir. C'est en anglais parce qu'on a de l'ambition, hein. On a envie d'influencer le monde avec notre système et on n'a pas envie de se faire croquer par des gens qui le feraient en anglais. Donc dans l'idée, c'est ça. Et ça nous plaît d'avoir un modèle qui soit créé en langue française et qui cherche à influencer le monde. Il y a quelque chose un petit cocorico qui nous fait rire. Donc, sur ce site, si vous descendez, vous avez accès à la Constitution telle que je viens de vous la montrer. C'est-à-dire que là, c'est exactement le PDF que je vous ai montré. Vous avez accès aussi à cette Constitution en mode texte. Il y a une présentation guidée de la gouvernance cellulaire qui a un peu vieilli, qui a 3 mois, mais je vais la remplacer avec celle de ce soir. Et puis un webinaire un peu plus poussé, qui dure 20 minutes, sur la philosophie qui est derrière. Et en dessous, vous avez un forum. Donc, dans ce forum, c'est un espace où vous pouvez poser des questions. Et vous pouvez arriver sur le forum en disant, voilà, dans mon équipe, on a essayé de faire telle chose, il s'est passé ça, j'ai été un peu déçu, je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, il y a des gens qui vont vous répondre. Et notre idée là, c'est une idée de l'économie du don, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous répondre, il y a des gens qui vous répondront parce qu'ils sont dans des entreprises qui fonctionnent comme ça, donc ils savent faire, mais il y a aussi des gens qui vous répondront parce que c'est leur métier comme nous. Et donc, vous serez en lien avec des consultants. Et là, l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, une entreprise aura besoin de se faire accompagner parce que le changement culturel, il est énorme. Le changement intellectuel, à comprendre, ça va. Si vous plongez un peu dans la Constitution, une paire d'heures, vous aurez compris beaucoup de choses. Mais à vivre, c'est vraiment difficile. Et donc, dans notre idée, à un moment donné, quand il y a besoin d'accompagnement, vous serez capable de repérer un consultant avec qui dont vous aimez bien les interventions, qui habite pas loin de chez vous, et vous pourrez rentrer en relation avec eux. Voilà. Là, on est au bout, cette fois-ci.